Bonjour à tous. L'Académie de Béarn, en ma personne, est heureuse de vous saluer, mesdames et messieurs, chers lauréats, chers académiciens, chères personnalités qui ne sont pas sous mon regard exactement, mais je viens de croiser Éric Emmanuel Schmitt, et puis cher Paul Constant, et chers amis. Et en vous accueillant aujourd'hui pour la remise des prix littéraires de la nouvelle Marguerite de Navarre, il me revient d'évoquer d'abord celle dont nous portons le nom avec fierté, car Marguerite de Navarre n'est pas seulement une figure de l'histoire béarnaise, elle est l'une des premières grandes voix féminines de notre littérature. Sœur de François Ier, grand-mère d'Henri IV, princesse humaniste, poète, diplomate, protectrice des arts et de la liberté d'esprit. Elle soutint Rabelais, Marot, Ronsard. On la surnomma la 10e des Muses ou la perle des Valois. Et il est vrai que son éclat ne s'est jamais terni, même sous la dalle de bronze où elle repose à 2 pas d'ici, dans la cathédrale de l'Escar. Elle nous a laissé cet ouvrage singulier, vif, libre, souvent audacieux, qu'on appelle l'Heptaméron, recueil de nouvelles inspiré de Boccace, mais tout empreint de son intelligence critique, de sa sensibilité aux passions humaines. L'Académie de Béarn, qui porte sur sa boutonnière cette Marguerite dont elle fit son emblème, ne pouvait rêver meilleure inspiratrice pour célébrer aujourd'hui la littérature brève, ce genre littéraire si délicat où l'on voit se condenser tout un monde, la nouvelle. Et lorsque nous avons décidé de relancer un grand prix littéraire, il était naturel de l'adosser à son nom. Il est aussi naturel d'en confier la vitalité à ceux qui, comme notre confrère Patrick Voisin, savent unir rigueur, ferveur littéraire et sens de la transmission. Qu'il soit remercié et à travers lui le jury pour l'énergie et la précision avec laquelle il anime les débats et veille à la qualité de ce prix. Mais un prix littéraire n'est véritablement complet que s'il associe pour la présidence d'honneur une figure contemporaine capable de porter plus loin son rayonnement. Aussi avons-nous souhaité placer cette édition sous l'autorité bienveillante d'une autre princesse des lettres, Paul Constant. Né à Gand, dont l'œuvre a été couronnée de nombreux prix, et dont le plus prestigieux, le prix Goncourt, et ensuite qui a siégé dans nombre de jurys, Goncourt, Fémina, Giono, Romancier du Sud, etc. Une romancière au parcours rare qui fait honneur à notre région et à la littérature française. Il me revient donc aujourd'hui, il y a un préambule, de saluer son œuvre, immense par l'ambition, par la maîtrise, par la cohérence. Une œuvre qui n'a cessé d'explorer les zones d'ombre de l'enfance, les blessures de l'histoire, les violences visibles et invisibles que peuvent exercer les sociétés sur les hommes et les femmes, les familles, les institutions, et qui pourtant ne renonce jamais à la lucidité, à l'humour et même à une certaine grâce. Et tout à l'heure, en l'accueillant, je lui disais, maintenant, nous le connaissons depuis longtemps, nous avons accueilli souvent, et en voyant avec le recul l'œuvre que vous avez écrite, j'atteste que nous sommes en présence d'une grande œuvre de la littérature française. Depuis Oregano, 1980, jusqu'à La cécité des rivières, en 2002, Paul Constant a construit son œuvre comme un vaste cycle romanesque où reviennent quelques motifs centraux, et en particulier ceux-ci, l'enfance, l'Afrique coloniale et post-coloniale qu'elle connaît bien pour y avoir vécu enfant et puis adulte, puisqu'elle a la particularité d'avoir été la fille d'un médecin militaire qui a beaucoup vécu évidemment à l'étranger, et notamment dans ce qu'on appelait les colonies, et en Guyane en particulier, et un mari qui était épidémiologiste et qui aussi a travaillé beaucoup en Afrique, donc elle a baigné dans un milieu qu'elle connaît parfaitement. L'autre thématique dans laquelle elle développe ses romans, c'est la condition des femmes, bien avant que beaucoup ne prennent ce chemin, elle était déjà dessus, puis la médecine, car elle est, je l'ai dit tout à l'heure, une fille épouse de médecins qui donnèrent tout leur temps au service des autres et des maladies tropicales, ce qui n'est pas léger. Et elle a connu donc, dans ces différentes circonstances, la violence sociale, politique et symbolique. Et si on l'interrogeait longuement, elle nous dirait peut-être que ça a commencé, mais je m'avance maintenant un petit peu, avec le pensionnat de Saint-Maur, puisqu'elle m'en avait fait la confidence un jour, je l'évoque. Donc les débuts de son œuvre et de son travail, ce sont quelques romans. Le premier qui est peut-être le roman souche, le roman d'où part tout le reste, on en parlait tout à l'heure, c'est Oregano. Et puis ensuite, propriété privée, Balta, et un monde à l'usage des demoiselles qui mettent en place cette voix enfantine qui deviendra l'une de vos signatures.
Parce que précisément, c'est ça, je trouve, qui est le plus étonnant et le plus intéressant chez vous. Comme Günter Grass, avec le tambour, faisait parler un jeune garçon, vous avez toujours un jeune enfant, qu'il soit d'ailleurs blanc ou qu'il soit noir, ou qu'il soit une petite fille le plus souvent, qui regarde ce monde étrange des adultes dans sa cruauté, sa vérité et ses déchirements. Et ce regard-là, il est unique, puisque c'est votre voix profonde, c'est votre ton de cœur. Et donc c'est à ça qu'il faut être attentif, car un enfant regarde souvent effrayé le monde des adultes. C'est une voix qui comprend de travers, mais qui voit tout. Une voix naïve, tranchante, qui dénonce les hypocrisies du monde adulte, les hiérarchies de classe, les violences ordinaires de la colonisation, qui ne le sait pas, mais dont la trajectoire qui est exprimée dans la littérature donne au lecteur le sentiment que lui, il le sait. L'éducation des jeunes filles aussi, c'est votre sujet, les microcosmes fermés, la maison, la pension, le post-colonial, où on est entre blancs, en milieu noir souvent, deviennent des scènes d'expérimentation sociale où les dominations se révèlent dans le moindre geste. Déjà s'impose un style, votre style, clair, limpide, simple, traversé d'une ironie douce amère, car vous n'êtes pas méchante, mais vous êtes lucide. Et l'Afrique, je l'ai dit, c'est le laboratoire de la domination. On le sait assez. Aujourd'hui, le discours des coloniales nous a envahis et quelquefois submergés, mais il est chez vous en mode mineur, mais il est présent. Avec White Spirit, Grand Prix du roman de l'Académie française, commence la grande séquence africaine de Paul Constant. Le roman met à nu un post-colonial, les fantasmes de pureté, de violence sanitaire, les illusions généreuses et les impensés raciaux. Rien de manichéen, seulement la complexité du réel et la manière dont un système produit mécaniquement de l'aveuglement. Ce sera ensuite le grand Gapal, la fille du gouvernateur, qui prolonge cette exploration des frontières, des espaces ambigus où cohabitent administrateurs, médecins, missionnaires, domestiques, le monde colonial, et où les femmes et les enfants perçoivent ce que les adultes ne veulent pas nommer. Dans ce miroir africain, la littérature trouve une matière humaine d'une densité exceptionnelle. Et j'attire votre attention là-dessus parce qu'une édition en quarto récente qui s'intitule Mes Afriques reprend tous ces romans africains. Ça vaut la peine de les lire dans leur totalité, extraites de l'œuvre peut-être, pour voir à quel point c'est la matrice d'une œuvre. Par ailleurs, peut-être que le pivot maintenant, sinon la matrice, le pivot de la maturité, ça va être ce roman Confidence pour confidence, publié en 1998, où Paul Constant quitte l'Afrique, mais poursuit son interrogation. Qu'est-ce qu'une domination ? Qu'est-ce qu'une mémoire blessée ? Dans une maison du Kansas, 4 femmes de continents, de destins différents livrent leurs récits, leurs exils, leurs épreuves. Le roman est polyphonique, tendu d'une grande précision dramatique. Il révèle ce que partagent les femmes, les minorités, les peuples soumis, la même lutte contre l'effacement, contre la parole confisquée. Le Goncourt reconnaît alors une œuvre qui, depuis longtemps, savait déjà conjuguer exigence formelle et profondeur humaine. Et il se poursuit. Cette recherche se poursuit dans le domaine de la justice et de la mémoire. Avec Sucre et secret, puis La bête à chagrin, Paul Constant déplace son regard vers le crime, la justice, le mensonge social. Elle interroge la manière dont le récit judiciaire se fabrique. Comment un fait divers devient une fiction officielle ? Comment les voix discordantes sont écartées. Dans ses romans, elle atteint une maîtrise subtile. L'art de mêler documentation, méditation morale, construction romanesque pour dévoiler ce que recouvre le silence. Et là, évidemment, c'est l'art du romancier qui atteint sa grande maîtrise. Le tressage subtil entre le réel, le vécu et l'élaboration qui sera l'élaboration romanesque, c'est-à-dire la traduction par un style et un tempérament d'un regard sur le monde. Et puis, c'est le retour vers l'Afrique, on ne peut pas s'empêcher, avec l'ultime recomposition des œuvres de la fin du cycle romanesque. Les années récentes, c'est les romans suivants, c'est Fort la France, des chauves-souris, des singes et des hommes, Mes Afriques, j'en ai parlé, édité en in-quarto, et La cécité des rivières, qui est un roman particulièrement magnifique. On en a rendu compte à l'Académie déjà. C'est un
un très très beau roman où c'est le retour d'un grand médecin qui revient dans les lieux d'Oregano, et vous nous direz quel est le village en question, et qui va faire un petit peu le bilan sur une histoire, son histoire, à la recherche des racines, qui va finalement trouver et des témoignages et des cantines où il y a des carnets, des messages, et qui à la fin de son séjour refusera d'ouvrir les cantines. Ça aussi, ça a à voir avec les greniers de la mémoire. On n'ouvre que ce qui est utile à la littérature. La cécité des rivières, donc, parle de la médecine tropicale, des épidémies, de l'héritage colonial. Et Paul Constant relie désormais les enjeux d'hier à ceux d'aujourd'hui, avec une lucidité qui, me semble-t-il, n'a jamais été aussi aiguë. Alors voilà, ce livre clôt le cycle. Je l'ai dit, mais si je voulais maintenant essayer de retirer les grandes lignes qui me paraissent caractériser l'œuvre, je l'ai dit, la grande œuvre de Paul Constant, je dirais que c'est d'abord une poétique de l'enfance témoin, où l'innocence devient instrument critique. Et peut-être, si vous n'aviez pas cité cet enfant qui a assisté à tout cela, peut-être que votre voix singulière ne sonnerait pas pareil. Ensuite, le deuxième grand thème, me semble-t-il, c'est l'articulation femmes colonisées. Situation des femmes, quelle que soit leur ethnie, leur race, leur religion, etc., dans les milieux de la colonisation. À l'époque donc où se situent ces romans et l'époque que vous avez traversée, qui montrent comment des systèmes différents produisent des mécanismes analogues d'assujettissement. L'assujettissement n'est pas seulement lié au phénomène de la colonisation, et pour les femmes, vous le savez bien, il est ailleurs et permanent. Troisièmement, la tension fertile entre le témoignage et la fiction, grâce à laquelle vous transformez les archives du monde en matière romanesque. Et je dirais qu'en somme, vous êtes sur le registre féminin ce que le Clésio est dans le registre masculin. D'ailleurs, vous le citez dans le dernier roman, et vous dites une citation de lui que j'ai relevée, que c'est vers l'Afrique que je veux revenir sans cesse. Vous pouvez dire la même chose l'un et l'autre. Vous êtes nos deux grands écrivains qui avaient un pied hors du monde et un pied dans le monde, et avec deux tonalités différentes et tout aussi intéressantes et talentueuses. Mesdames et messieurs, dans un temps où l'on attend que de la littérature, qu'elle éclaire, qu'elle explique, qu'elle transmette, l'œuvre de Paul Constant nous rappelle qu'un roman peut être un acte de lucidité autant qu'un acte de mémoire, qu'il peut ouvrir les yeux sur les angles morts de notre histoire sans jamais renoncer à la beauté de la langue. C'est pourquoi il nous est si précieux d'avoir Paul Constant comme présidente d'honneur de notre prix sous le signe de Marguerite de Navarre, deux femmes, deux époques, deux voix souveraines, mais un même courage, un même désir d'explorer l'humain dans sa vérité. Et pour servir de transition à notre débat que va mener Patrick, il me reste à vous demander, cher Paul Constant, de quelle manière vous répondriez à la question que pose cette Anésie mène le monde, renaître. Je vous cède la parole et je vous remercie de votre attention. Cher Marc Bellit, on a l'habitude de remercier et de dire qu'on est ému, mais là je suis vraiment très très émue, donc sans voix. Je ne sais pas quoi dire. À la fois, dans ce que vous avez dit, j'ai retrouvé des vérités, en tout cas des vérités idéales. Et puis, j'ai trouvé que c'était trop pour moi. Quand on me pose la question de ce que c'est l'écriture féminine, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est parce que ce que vous voyez ici, c'est une enfant, je ne suis pas sûre du sexe d'ailleurs, une ou un enfant de 12 ans. Et j'ai gardé, je n'ai pas grandi, je n'ai pas vieilli, je suis restée à l'âge de 12 ans, avec une écriture qui, elle, s'est frottée à tout ce qui est classique. Enfin, je suis une 18e et je suis en adoration devant toute la littérature du XVIIe siècle. Oui, et puis,
puisqu'on on est à une époque où on a le droit de choisir son sexe, le vrai corps, pourquoi en littérature on ne pourrait pas choisir son sexe aussi? Moi, je suis une femme qui en littérature veut être un homme. J'ai un enfant qui veut être un homme. Et je suis extrêmement à l'aise dans mes personnages de jeunes garçons. C'est pas parce que j'habite très agréablement un corps de femme et une destinée de femme qu'en littérature, je ne passe pas ce moment privilégié avec une part enfantine et masculine. D'abord, je vais vous dire. Donc, vous n'êtes pas trompés sur l'enfance, elle est partout. Je me suis rendu compte récemment aussi que à l'occasion de tout ce qu'on a dit et qu'on va dire sur Boualem-Sansal, que peut-être à la fin de ma vie, là, je m'étais complètement trompée de sujet de mes romans. Je vais vous expliquer. Je me rends compte que ce que j'ai vécu aussi à travers mon père, c'est l'Algérie. Or, l'Algérie, il n'y a pas de trace. C'est l'histoire de mon père, une histoire très lourde, un grand-père instituteur assassiné, des êtres absolument incroyables, comme cette cantinière vivandière de la Légion étrangère qui a fait la campagne du Mexique et qui a eu son mulet tué sous elle. Enfin, et tout ça, tout ce monde incroyablement romanesque, je l'ai complètement ignoré pour creuser et creuser dans le monde africain. Alors, en littérature, mon grand maître, ça a été Balzac. J'ai eu la chance d'être assez malade un moment pour pouvoir tout lire. Et un écrivain, je pense, un écrivain, il faut tout lire. Et je me suis dit, comme Balzac, enfin Balzac il devait le dire mieux que moi, comme Balzac, je me suis dit, mais je ne vais pas créer des lieux comme ça que je vais laisser tomber, je ne vais pas avoir des personnages que je vais oublier. Donc le personnage principal à un moment devient un personnage secondaire, le lieu s'appelle autrement, etc. Et quelquefois, les personnages traversent des personnages différents, traversent le même lieu, ne le sachant pas, et le décrivant d'une autre façon ou de la même façon. C'est pour ça que je suis très contente d'être en train d'écrire la postface de la cécité des rivières. Il se trouve qu'après avoir écrit ce livre, qui est, comme vous l'avez dit, le retour d'un grand médecin Nobel qui travaille aux États-Unis, son retour dans le lieu d'une enfance massacrée. Un huis clos, encore un huis clos, puisque le jeu, c'était de garder 4 personnages dans une voiture pendant les 200 pages du roman, sans que le lecteur s'ennuie trop. Et tout en disant une certaine vérité. Et puis, j'avais aucune idée. Et puis, grâce à l'Académie Goncourt, et je veux saluer ici Éric Emmanuel Schmitt, et je suis très émue, Éric, que tu sois ici. Parce que, oui, parce que nous nous côtoyons, nous sommes à côté, autour de la table, mais peut-être qu'on n'est jamais allé aussi profond dans l'intimité. C'est pour ça que c'est comme si je me découvrais. Et des amis camerounais m'ont organisé le voyage vers le lieu où je viens et je reviens. Dans tous mes romans, soit Petit Babois, soit Oregano, et le vrai lieu, c'est Batouri. C'est près de l'Afrique de l'Est, c'est près de la Centrafrique, et c'est un endroit dangereux en ce moment. Et donc, je revisite avec ces amis qui attendaient, qui avaient convoqué un cinéaste, qui avait convoqué... Enfin, je reviens sur des lieux, moi je suis très âgée, j'ai 81 ans. Vous vous rendez compte, qui a 81 ans en Afrique? Et je me trouve devant une société de gens qui ont fait leurs romans.
pas de moi, mais de mon père, de ce que je raconte, c'est-à-dire la mort du pasteur tué par un buffle, l'épidémie de gangrène gazeuse qui a dévasté une vaccination qui a mal tourné et qui, mon père obligé de faire des amputations comme ça, parce que... mais 1000, enfin pas 1000, mais quelques événements très traumatisants, et chacun avait son propre roman. Et moi, j'avais fait mon roman. Et j'écoutais leur roman. Et je les écoutais me dire qui j'étais. C'est-à-dire l'enfant. Et mes amis me disent, mais alors tu es contente ? Tu es contente. Comme si on pouvait être contente de revenir dans l'enfer. Non. Ça m'était arrivé à Cayenne, où très gentiment, la journaliste, qui est devenue une amie d'ailleurs, me dit, on me filme, et la chaleur, les yeux à moitié fermés, le choc, et on me dit, alors, heureuse, Paul Constant, d'être revenue sur les traces de votre enfance. Et là, écoutez, simplement, j'ai éclaté en sanglots. Donc, j'ai éclaté en sanglots. Parce que c'est le début des horreurs. Je vous parlerai des horreurs, pour ne pas vous en parler. Et donc, ils me disent, et alors les souvenirs, et j'ai répondu très gentiment, ah oui, les souvenirs, c'était bien, oh c'est bien, merci, etc. Mais je ne me promenais pas dans mes souvenirs, je me promenais dans mes romans. Je me promenais dans mes romans, et c'est incroyable de se promener dans ces romans. Je ne me disais pas, qu'est-ce que j'ai fait ? Je disais, qu'est-ce qu'a fait un tel là ? Oui, il part de là, oui, et oh, c'est juste. J'étais contente que mes romans ressemblent un peu à la réalité retrouvée. Et j'en terminerai en vous disant quelque chose. J'ai écrit pour me raconter mon histoire. Et mes livres, quelquefois durs, quelquefois difficiles, ne le sont pas par rapport à ce que j'ai vécu. Et je me rends compte que la littérature que je fais, c'est une histoire que je me raconte pour me dire que la réalité a été moins mauvaise que je ne l'ai vécue. Au fond, vous êtes proustienne, quoi. Passons à la deuxième phase. Voilà, tous les compliments qu'a dit Marc Bellit et qui sont tellement mérités. Je voudrais ajouter, cher Paul, ma propre gratitude. Parce que quand j'ai reçu, il y a 2 ans maintenant, votre réponse acceptant sans aucune hésitation cette présidence d'honneur du prix Marguerite de Navarre, j'ai senti que nous étions infiniment honorés. Et donc je vous en remercie aujourd'hui encore publiquement. Cela s'appelle de la gratitude, un mot qui est devenu très rare dans notre monde d'aujourd'hui et qui est précieux. Alors nous allons passer, parce que le temps ne permet pas d'aller plus loin sur le fait de savoir ce qu'est renaître en littérature, comment on renaît, comment un prix littéraire permet de renaître dans son œuvre. Le temps nous est compté, donc nous devons passer à présent à la remise des prix. Et j'appelle Étienne Lassailly et Hélène Charpentier, les 2 autres membres du jury, à nous rejoindre ici. Il y a 2 absents, Pierre Peyret et Marilus Casamayou, pour des raisons de santé. Mais vous avez une partie du jury, des académiciens. Nous sommes donc 4. Marc Bellit, le président de l'Académie, Hélène Charpentier, membre de l'Académie, Étienne Lassailly, secrétaire général de l'Académie, et moi-même, votre serviteur, dans ce prix Marguerite de Navarre. Alors, nous allons appeler les lauréats l'un après l'autre. Il y avait 13 ouvrages en compétition cette année. Les opérations se sont déroulées entre le mois de janvier et le mois de juin.
avec le principe habituel d'un jury de concours littéraire, c'est-à-dire une liste longue, une liste courte, et puis les décisions finales. Il y avait à côté des 3 prix que nous décernons aujourd'hui, le prix des collégiens qui a été remis au Parlement de Navarre mercredi dernier, en partenariat avec le conseil départemental et avec la direction des services de l'éducation nationale. Donc aujourd'hui, nous remettons les 3 prix classiques traditionnels que nous avons déjà remis l'an dernier à Sophie Marceau, Claire Castillon et Étienne Verrasselt, dans les 3 catégories qui sont prix du meilleur recueil de nouvelles, prix de la meilleure nouvelle et prix spécial du jury. Alors, nous allons commencer par Erwan Desplanques, qui est prix Marguerite de Navarre du meilleur recueil de nouvelles. Vous pouvez venir nous rejoindre. Vous êtes né en 1980 avec des talents multiples, écrivain, journaliste. Vous avez fait 15 ans à Télérama, si j'ai bien lu. Vous participez au journal Sud-Ouest. Vous êtes critique littéraire, musicien retraité à votre jeune âge. Mais c'est ce qui était dit par l'éditeur, je crois. Musicien retraité. Ancien directeur de galerie et prix de photographie. Vous vivez dans le Sud-Ouest, près d'Osgore-Seignos, d'après ce que nous avons dit, et vous êtes fidèle aux éditions de l'Olivier, un bel éditeur français. Vous avez écrit un premier roman en 2013, Si j'y suis. Vous avez été finaliste du prix Goncourt de la Nouvelle avec Une chance unique en 2016, qui est en cours d'adaptation au cinéma, c'est bien cela? C'est un projet. 2019, L'Amérique derrière moi, et donc 2024, La part sauvage. Vous êtes réputé pour vos textes aiguisés, qui captent non sans humour le tragique de l'existence, qui montrent des vies qui semblent évoluer sur une ligne de crête et dans des moments de bascule. Vous avez confirmé, Erwan Desplanques, votre talent de nouvelliste avec votre recueil La part sauvage, qui paru en 2024 et salué par la critique, et encore finaliste du prix Goncourt de la Nouvelle. C'est un bel ensemble de nouvelles, un bon équilibre dans la construction du travail d'écriture, un style sans fioriture, allant à l'essentiel, un regard précis et une critique voilée de ce monde, une psychologie des comportements assez pénétrante et une description du monde moderne très réussie, une dérision finement exprimée, des personnages qui souvent se mettent à vriller. Indéniablement, vous nous avez fait lire en 10 nouvelles le recueil le plus complexe et le plus travaillé de cette sélection 2025, et nous vous en félicitons. Alors voici les récompenses de votre prix. Merci beaucoup. Le diplôme. Merveilleux. Voilà. Et puis 2 ouvrages qui vous sont offerts par l'Académie de Béarn. Merci beaucoup. Et ceci, voilà. La médaille de l'Académie. Merveilleux. Je suis très gâté. Alors à vous. Merci infiniment. Effectivement, vous n'êtes pas si nombreux à célébrer le format de la nouvelle. Effectivement, l'Académie Goncourt et la vôtre, l'Académie de Béarn. Et ça me touche d'autant plus que j'ai toujours été un grand lecteur de nouvelles. Et un genre qui n'est pas toujours compris. Il y a une sorte de quiproquo en France, ce qui est assez étonnant, parce qu'on a quand même eu Maupassant et d'autres auteurs vraiment emblématiques de la nouvelle. Alors qu'aux États-Unis, c'est vraiment l'art noble, le format presque majeur. Moi, je viens de la presse. Dans la presse, c'est une vertu d'écrire court. Savoir écrire un texte en 10 lignes, c'est comme ça qu'on juge souvent les bons journalistes. Et en littérature, il y a toujours une suspicion. On a toujours l'impression que quelqu'un qui écrit des nouvelles est toujours en train de faire ses gammes, que c'est toujours quelqu'un qui a un peu le souffle court, un romancier en devenir, alors que je pense un peu l'inverse. Je pense qu'il y a beaucoup de romans qui peuvent être facilement bavards, qui sont un peu explicites, qui balisent un peu trop le terrain pour moi, alors que je pense que dans la nouvelle, quand elle est travaillée, elle permet au contraire elle est généreuse de la confiance qu'elle fait, la confiance dans l'intelligence du lecteur et de la lectrice, de savoir deviner tout ce qui se joue
hors champ. Tout ce qui se joue dans les bas-fonds. La nouvelle, c'est un format qui marche le long d'un gouffre sans jamais le montrer, mais on le devine en permanence. Mais ça demande une implication du lecteur et de la lectrice qui perçoit tous les signaux faibles, toutes les ambivalences, toutes les ambiguïtés, toutes les inquiétudes, tous les non-dits. Et justement, il ne faut pas trop baliser le terrain, pas trop expliciter. Et pour ça, la nouvelle vient épingler, saisir un moment de vacillement existentiel et peut, en quelques pages, vous bouleverser. Moi, quand je lis Alice Munro, quand je lis surtout Raymond Carver, moi, je me suis tourné vers les éditions de l'Olivier parce qu'ils publiaient Carver. Et Carver, qui était un des seuls auteurs qui, en 15 pages, était capable de me conduire au bord des larmes. Et j'essayais d'observer cette magie avec des phrases très courtes, très minimalistes. Et j'ai compris qu'il y avait une générosité dans ce minimalisme. Et j'essayais à mon tour, de reproduire cette petite magie. Alors, tant mieux si vous êtes sensible, vous aussi, à ce format qui est particulièrement subtil et délicat. Et ça m'encourage à poursuivre aussi dans cette direction. Merci infiniment, je suis très honoré. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, le deuxième prix est consacré donc à la meilleure nouvelle, lue dans un des 13 recueils que nous avons travaillés. Et ce prix de la meilleure nouvelle, nous le remettons à Ralph Vendôme pour une nouvelle qui s'intitule Dans la haie, extraite du recueil Dans quel monde on vit, nouvelle, aux éditions MEO à Bruxelles, paru en 2024. Ralph Vendôme, c'est votre pseudonyme littéraire. Vous êtes né en 1958 à Beyrouth. Vous vivez à Bruxelles depuis l'adolescence, en Belgique, où il semble y avoir, sinon une école, du moins un creuset pour l'écriture du genre de la nouvelle. C'est votre troisième recueil de nouvelles publié. Il y a eu déjà en 2020 La théorie du parapluie aux éditions du Scald, L'horloge interne chez l'Ami Roy en 2021, qui était un éditeur de la précédente édition. Dans quel monde on vit, donc 2024, mais vous avez également des publications collectives dans des revues comme la revue Marginale et puis chez l'éditeur L'Ami Roy également. Et vous venez de publier à l'automne un roman dans la tête d'Elon Musk. Elton Elton Musk. Musk. J'ai pas osé mettre Elon Musk des fois qu'il y a un procès. Aux éditions MEO. C'est ça, oui. Voilà, nous allons nous empresser de lire ce roman venu de Belgique et dont on parle plus probablement chez Oui, vous. on en parle beaucoup justement à cause du personnage. Donc Voilà. oui, Elton Musk intéresse beaucoup de gens puisque c'est un personnage assez emblématique de la technologie. Et bon, dans le roman, en 2 mots, puisqu'on ne parle pas de ça ici, mais en 2 mots, c'est Elton Musk qui a peur de devenir con et qui se demande ce qui lui arrive, quoi. Voilà, en gros, c'est ça. Alors, dans un recueil donc, qui met en exergue les dérives sociales, les contradictions de notre société contemporaine, qui nous incite à une plongée dans le monde réel tel qu'il est, sans fioritures, souvent équivoques, avec des constats lucides, des chutes de récits surprenantes, dans une écriture souvent brute, mais avec un ton pertinent pour évoquer un monde cruel et absurde, où les rapports entre les humains sont réduits du culturel au fonctionnel, vous avez écrit, Ralph Vendôme, une nouvelle plus longue que les autres, presque une miniature de roman d'apprentissage, mais avec les codes qui caractérisent l'art de la nouvelle, c'est-à-dire la concision et la chute inattendue, dans la haie. Les personnages vivent dans cette nouvelle des aventures singulières qui bondissent et rebondissent jusqu'à une fin improbable, mais au fil des pages, le temps a fait son œuvre et c'est une très belle nouvelle qui nous a particulièrement séduits dans ce jury du prix Marguerite de Navarre. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Nous vous félicitons pour ce prix de la meilleure nouvelle et je vous remets de la même manière les récompenses afférentes à ce prix. Le diplôme, ainsi que les 2 ouvrages. L'Académie Béarn, la revue et le livre qui fait
fêter le centenaire de l'Académie de Béarn. Bah, écoutez, je remercie beaucoup l'Académie de Béarn, d'abord d'avoir remis le genre de la nouvelle au goût du jour, parce que c'est qu'effectivement, comme disait mon collègue Erwan tout à l'heure, bah, c'est un genre qui n'est pas très reconnu, même pas en Belgique, même si on en publie plus qu'en France apparemment. Ma nouvelle à moi, vraiment, je m'intéresse vraiment au monde dans lequel je vis. Le recueil s'appelle « Dans quel monde on vit ?» Je m'intéresse au sujet actuel, donc il est question d'immigration clandestine, il est question de la maternité. Une des nouvelles dont on me parle souvent quand on a lu le recueil, c'est celle qui met en présence une femme d'une cinquantaine d'années à qui tout a réussi dans la vie, qui a 3 beaux enfants, qui ont la trentaine, qui a réussi sa carrière et qui un soir explique à ses enfants qu'à choisir, elle aurait peut-être préféré une autre vie, qu'elle aurait pu ne pas avoir d'enfants, ce qui choque beaucoup ses enfants. Et la nouvelle qui a été ici primée, c'est Dans la haie. Ça raconte l'histoire d'un enfant qui va devenir un adulte, qui va perdre son univers d'enfant. Il vit un peu dans la haie entre sa maison et la maison de ses voisines, et il va grandir comme une plante verte, c'est-à-dire il va pousser sans bouger. C'est un observateur, et quand l'enfance va s'en aller, quand le petit jardin à côté va devenir un immeuble, son enfance est fracassée, sa vie est changée, et l'univers qu'il a créé dans son grenier, qui est un univers d'enfant, il va le détruire, et il va essayer de rentrer dans le monde d'adulte qu'il ne connaît pas encore. Voilà. Très belle histoire, effectivement, plus longue que les autres Plus nouvelles, longue que les autres, oui. Mais qui a cette particularité de construire au fil des lignes, au fil des pages, une histoire qui se développe, qu'on peut pressentir un peu parfois, mais qui nous surprend au fil des pages et qui a cette très belle fin. Voilà, nous vous félicitons. Merci pour beaucoup. Merci. cette nouvelle. Alors le 3e prix, c'est un prix que nous avions créé sans le prévoir l'an dernier, parce que nous pensions avoir un prix du meilleur recueil de nouvelles, un prix de la meilleure nouvelle. Et puis nous avions lu un recueil de nouvelles assez surprenant d'un écrivain belge, Étienne Verhasselt. Et il nous semblait que ce recueil de nouvelles, très hétéroclite, avec beaucoup de perspectives d'écriture, un peu un atelier d'écriture qui se développait au fil de nouvelles, il nous a semblé que ce livre ne pouvait pas rester sans récompense. Et donc c'est comme cela qu'est née l'idée d'un prix spécial, comme cela se fait dans le monde du cinéma ou ailleurs, un prix spécial qui va récompenser un ouvrage qui n'est pas nécessairement complètement dans la norme, mais qui a un charme justement parce qu'il échappe à cette norme tout en n'étant pas étranger à la norme. Et donc, l'ouvrage d'Étienne Verhasselt de l'an dernier méritait cette récompense. Il y avait une vraie écriture. Les nouvelles n'étaient pas toutes adaptées au thème de la rencontre amoureuse autour du thème de l'amour, mais c'était très bien écrit et il fallait récompenser l'ouvrage. Alors on a eu cette même impression cette année avec l'ouvrage d'Éric Mukendi qui va nous rejoindre. Éric Mukendi a écrit un recueil qui s'intitule « Le blues du dimanche soir », NRF Gallimard, Continent Noir, en 2024. Il est né à Kinshasa en 1978, au Zaïre, République démocratique du Congo. Il est arrivé en France en 1985, à l'âge de 7 ans, il y a 40 ans. Et vous avez grandi d'abord en banlieue parisienne, puis à Louviers. Et vous êtes professeur de lettres à Rouen, ou à Louviers, je ne sais plus si c'est Rouen ou Louviers. On va dire à Rouen. À Rouen. Bon, on va dire. Il est passionné d'écriture et de musique, et vous êtes l'auteur d'un premier roman, Mes deux papas, paru chez Gallimard, Continent Noir. C'est votre collection, puisque le recueil de nouvelles est aussi dans cette collection Continent Noir, en 2023.
Et ce roman a été accueilli avec enthousiasme par la critique. Pour votre deuxième ouvrage, on est par la longueur des textes entre nouvelles et romans, le propre de ce genre un peu hybride qu'on appelle la novella. Vous êtes donc déjà connu par l'écriture d'un roman et vous livrez ici un recueil composé de 3 longues histoires très originales à la frontière de courts romans. Elles traitent de l'inattendu qui met un homme en présence du poids de normes sociales qui le conduisent à brider sa sensibilité et ses émotions, à refouler sa personnalité propre, en le confrontant avec ses peurs, entre réalisme et introspection. Le thème de la rencontre soude ces nouvelles, la rencontre au sens du vécu existentiel de chacun, le passage de trop dans la vie qui fait parfois basculer un destin, somme d'observations et de réflexions sur la nature de l'homme et les mouvements de la vie, votre recueil est caractérisé par un style très original qui ne peut laisser le lecteur indifférent. Et c'est ce style très puissant, particulier, et l'exercice particulier aussi que vous faites de la nouvelle longue, la novella, que récompense le prix spécial du jury, cette année encore, après Étienne Verrasselt l'an dernier. Alors voilà votre diplôme, votre récompense. Et des livres, il y en a 3 parce que les 2 autres l'ont eu hier déjà. Bon, je Voilà. vais le poser en attendant. Tout d'abord, je voudrais remercier l'Académie de Béarn parce que quand on écrit, ce qu'on cherche souvent, c'est même si on tente à brouiller les pistes, on tente à jouer avec le faux, prêcher le faux pour avoir le vrai, etc. Ce qu'on espère en fin de compte, c'est être compris. Et quand je lis vos impressions de lecture, c'est l'impression que j'ai l'impression d'avoir été compris, donc ce qui est une chose, on va dire, qui est déjà assez rare et qui est très touchant, donc je vous suis très reconnaissant pour cela. Et si je dois parler un peu de mon approche d'écriture par rapport à ce recueil, c'est des textes qui m'ont suivi longtemps, c'est-à-dire il y a des textes qui avaient été commencés même avant que j'écrive mon premier roman, celui qui a été publié en fait, donc des textes qui avaient été écrits depuis longtemps. Et effectivement, derrière le fait d'avoir choisi des nouvelles assez longues, c'est vrai qu'il y avait toute une histoire un peu... Il y a beaucoup d'auteurs de nouvelles qui ont écrit des nouvelles qu'on approche de la novella. On peut penser à Barbé d'Aurevilly, on peut penser enfin, il y a beaucoup d'auteurs qui ont fait des nouvelles assez longues comme ça, ou bien même à Cervantes avec les nouvelles exemplaires qui peuvent être très longues, etc. C'est des souvenirs d'étudiants que j'avais, quoi. Et donc c'est un peu ça que je voulais. Et aussi, je voulais surtout... c'était aussi le projet de faire comprendre un peu la posture de quelqu'un qui aurait mon histoire, c'est-à-dire d'être toujours en lien entre l'Afrique dont on a parlé tout à l'heure et l'Europe. Donc c'est tous ces liens que j'essayais de faire comprendre. Et bien sûr aussi, c'est une approche de l'écriture, tout ce que vous avez parlé d'introspection, etc., où à travers les histoires, enfin, je voulais écrire un peu comme un poète en quelque sorte. C'est-à-dire que si on considère qu'il y a une forme de poésie qui consiste à faire comprendre les émotions, je voulais utiliser le récit pour transmettre des émotions, exactement. Voilà. Merci bien. Restez là, s'il vous plaît. Donc la cérémonie s'est déroulée comme une sorte de boucle, puisque nous avons commencé par l'Afrique et nous terminons par l'Afrique. Et donc Paul Constant va nous dire ce qu'elle ressent de cette remise des 3 prix. Écoutez, je suis toujours dans l'émotion, donc dans le silence. Je veux m'excuser d'avoir pris trop de temps par rapport à ces nouveaux ou jeunes écrivains. Leur souhaiter une bonne route, parce que la route est longue, parce qu'il est difficile d'écrire, il est difficile d'être publié, il est difficile d'être lu. Et je crois que nous ne sommes pas une profession, mais on est le seul groupe à ne pas revendiquer. Voilà. Et
et à rester très pauvre. Parce que le temps d'une nouvelle, le temps d'un roman, sont des mois, sont des années. Je veux dire à mes chers confrères, bonne chance. Écrivez, écrivez d'abord. Et puis le reste arrivera. Je vais inviter les 3 lauréats à nous rejoindre pour une photo de groupe. Nous sommes juste dans le temps de la rencontre. Voilà, nous allons nous installer ici. Rapprochez-vous peut-être de... On va se rapprocher devant. Voilà. C'est un peu comme la fin d'une pièce de théâtre. Attendez, on va tirer ça, voilà. Merci à vous, merci à Éric Emmanuel Schmitt de s'être joint à cette remise de prix littéraires. Et nous vous donnons rendez-vous l'an prochain pour la 3e édition du prix Marguerite de Navarre. Nous avons déjà une dizaine d'inscriptions d'éditeurs petits ou grands qui ont envoyé des recueils de nouvelles très, très intéressants, passionnants parfois. Donc nous allons commencer notre travail au mois de janvier et il y aura une 3e série de récompenses comme l'an dernier et cette année. Merci beaucoup et merci encore à Paul Constant pour le soutien précieux qu'elle nous apporte. Elle me fait part de ses conseils et ces conseils sont précieux pour affiner la lecture et la sélection du prix Marguerite de Navarre. Merci beaucoup.